Au cœur du débat, avec Angélique Souche sur NC Première. Délinquance des mineurs et enfants en danger au cœur de ce débat vendredi. Quand enfance rime avec délinquance, c'est quelque part avec défaillance. Ils sont de plus en plus jeunes et de plus en plus impliqués dans les faits délictueux. En 2015, les mineurs étaient responsables de 29% des faits de délinquance, 53% des cambriolages, 49% des vols de voitures. Comment enrayer le phénomène? Quels sont les rouages judiciaires, les outils de prévention qui fonctionnent ou dysfonctionnent aujourd'hui? Pour en parler, nous recevons ce midi Vincent Vernier, président du tribunal pour enfants, et Christiane Tétu-Wolf, chef de service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, je viens de rappeler les quelques chiffres, ils peuvent être alarmants. On peut aussi ajouter l'âge de plus en plus avancé du passage à l'acte, 13, 14 ans. En quoi finalement la Calédonie, est-ce qu'il y a des spécificités en termes de délinquance des mineurs justement au territoire de Nouvelle-Calédonie? Vincent Vernier. D'abord, bonjour et merci de m'avoir invité. Des spécificités en termes de délinquance, non, j'ai pas d'études particulières à vous proposer. Effectivement, il y a une poussée de la délinquance des mineurs qui a été observée ces derniers temps. Donc je précise que ça concerne surtout des atteintes aux biens plus que des atteintes aux personnes. Oui, alors pour bien cadrer le débat sur les atteintes aux personnes, pour revenir à ces chiffres, on est plus sur du 13% d'implication, donc là les mineurs sont bien moins concernés finalement. Voilà, donc mais c'est vrai que les atteintes aux biens, et notamment donc les cambriolages, les vols dans des habitations, ça a un impact certain sur la population, sur l'opinion, puisque ça constitue un véritable traumatisme. Il y a une violation de l'intimité des gens et ça marque fort les esprits là-dessus. Bon, voilà. Après, pour répondre à votre question, j'ai pas. Il n'y a pas de phénomène ici, si vous voulez, de violence en bande organisée comme on peut avoir en métropole. De phénomènes de bandes très violentes, etc. Moi, je l'ai pas observé depuis mon arrivée sur le territoire. Christiane Tétu-Wolf, vous avez vous aussi une expérience en la matière ailleurs, notamment à La Réunion, ces jeunes que vous prenez en charge. Est-ce qu'il y a pour vous, malgré tout, un ressort peut-être sociologique spécifique au pays ? Alors, merci déjà de m'avoir invité. Je commencerai par vous dire que la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse a suivi durant l'année 2015 1331 jeunes dans différentes structures de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Pour compléter un petit peu ce que dit Monsieur Vernier, je pense que en problématique un peu spécifique, nous avons la question de la dictologie, donc des jeunes qui cumulent différentes problématiques de prise d'alcool, bien entendu, mais aussi de prise d'autres produits toxiques, par contre, ce sont des spécificités qu'on rencontre régulièrement sur tous les territoires insulaires. Donc c'est plus une spécificité presque... Alors, on ne va pas parler de spécificité, mais je pense qu'aussi l'éloignement géographique, la distance aussi, l'isolement d'un territoire insulaire peut contribuer à ce type de caractéristiques. Alors ces jeunes, on l'a dit, ils sont de plus en plus jeunes à finalement arriver devant vos tribunaux, arriver dans vos centres de prise en charge. Qui sont-ils ? Le grand public, on a une expression, cette jeunesse délinquante. Vous avez des visages en face de vous. Qui sont-ils ? Quels sont un petit peu les parcours de ces jeunes, de ces enfants finalement ? Alors, en fait, nous, on intervient sur une population de jeunes âgés globalement entre 13 et 18 ans. Enfin, 18 ans, avant 18 ans, puisque nous, on traite que les enfants. La tendance, c'est quand même, ces derniers temps, effectivement, un rajeunissement de cette population avec des très jeunes, c'est-à-dire 14, 15 ans, voire 13 ans, qui commettent des actes. Essentiellement des cambriolages, des vols. Donc ça, c'est cette tendance-là.
Ces jeunes-là, ça interpelle quand même la société. Quand vous avez un jeune de 13 ans au tribunal en face de vous, il vous parle, qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il met des mots sur ses actes? Alors, ces formes de délinquance de ces jeunes, on a généralement... cette délinquance, ça correspond à une forme de délinquance qu'on qualifie d'initiatique, c'est-à-dire, en gros, on est dans des phases de construction de la personnalité où le jeune va tester la limite, il va chercher la limite, il va tester l'interdit. Donc ça peut être l'alcool, ça peut être le cannabis, les stupéfiants, ça peut être des conduites déviantes et ça peut être aussi des passages à l'acte délinquants. Donc, il y a toute une partie de cette forme de délinquance qui est de type initiatique. Après, on a des jeunes qui sont vraiment inscrits dans des parcours de délinquants, je dirais, chevronnés, où ça préfigure véritablement une carrière de délinquant, on va dire. Et puis, il y a une troisième catégorie de délinquance, c'est une forme de délinquance qui est plus pathologique, où là, on a affaire à des mineurs, mais ça c'est vraiment à la marge, des mineurs qui ont des vraies pathologies mentales, psychiatriques, qui favorisent des passages à l'acte. Est-ce que vous avez, Christiane Têtu-Wolf, vous qui, j'allais dire, arrivé après finalement, une fois que le jugement a été prononcé, qu'ils sont placés, une explication pourquoi ce rajeunissement, pourquoi des enfants de plus en plus jeunes, 13 ans, on arrive à cambrioler, à voler, etc. Alors, on n'a pas vraiment de réponse à cette question. Ce qu'on sait, c'est que nous avons des jeunes qui nous arrivent, qui sont complètement déstructurés, qui sont extrêmement carencés, extrêmement vulnérables, je dirais en manque d'éducation. C'est-à-dire, quand ils arrivent chez nous, il faut aussi qu'on leur apprenne à dire bonjour, à se tenir à table, à être respectueux, à accepter de se mettre aussi dans une voie de formation ou de scolarisation. Donc, autant de repères qu'ils n'ont pas. Voilà, ils nous arrivent bruts de décoffrage. Alors justement, souvent, on a ce passage, le cercle vicieux finalement, enfance en danger, enfance délinquante. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est le parcours, entre guillemets, principal, ou est-ce que c'est quand même aussi, certains le disent, une facilité finalement pour expliquer et peut-être pour excuser les actes? Alors, moi je dis toujours, un enfant ne naît pas délinquant. Il ne naît pas délinquant. L'acte de délinquance ne s'excuse jamais. Par contre, quelquefois, on peut comprendre pourquoi le jeune est devenu délinquant. C'est-à-dire qu'il a une histoire de vie tellement chaotique. Il a tellement vécu des choses impensables. Il a tellement été parfois traumatisé qu'on peut comprendre pourquoi un jeune en arrive à un acte de délinquance. Même si cet acte de délinquance donc, ne s'excuse pas. Je reviens à vous, Vincent Vernier. Encore une fois, vous êtes là pour finalement sanctionner. Pas que. Alors justement, on va y venir. C'est l'éducatif. C'est-à-dire, c'est une priorité qui est fixée par la loi et par la Constitution. C'est un principe constitutionnel qui fait obligation à tous les juges des enfants, et d'ailleurs aux magistrats en général, de donner la priorité à l'éducatif. Donc la sanction, quand il y a sanction, elle doit d'abord être à vocation à volet éducatif. Et contrairement à certaines idées reçues, les mineurs, pour les infractions les plus graves, on les envoie en prison. La prison, ça doit pas être forcément le principe généralisé, mais quand les conditions légales sont remplies et qu'il n'y a pas d'autre solution, on envoie des jeunes en prison. On envoie des jeunes en prison dès l'âge de 13 ans, des fois, c'est possible. Mais même la prison, si vous voulez, elle n'a pas non plus... c'est pas... en prison, il faut travailler avec le mineur. D'accord, la prison en tant que telle n'est pas une fin, sauf à protéger sur un temps déterminé la société. Il faut que dans le parcours du mineur, la prison prenne du sens. Voilà. Et est-ce que c'est le cas très clairement aujourd'hui? Est-ce que le département des mineurs du Camp Est est équipé pour prendre en charge ces enfants et
qu'ils puissent eux-mêmes envisager un avenir dans cette société. Oui, effectivement, nous avons au niveau de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse 2 éducateurs qui sont mis à disposition au quartier mineur du Camp Est. Ces 2 éducateurs ont vocation, bien entendu, à travailler avec le jeune sur l'acte de délinquance lui-même, pour construire aussi, à partir de cet axe, la suite de la détention, puisque bien entendu le jeune va rester sur un temps déterminé en détention, et le gros travail est de penser l'après-détention. Au sein du quartier mineur est aussi mené pour soutenir aussi toutes ces actions, des actions en direction de la citoyenneté, au niveau de la prévention des addictions, etc. On met en œuvre un certain nombre de dispositifs pour que les jeunes, justement, puissent profiter de ce temps d'incarcération, que ce temps d'incarcération soit positif. Mais on n'oublie jamais de travailler sur l'acte de délinquance, bien entendu. Alors, la délinquance des mineurs, c'est l'une des priorités que s'est fixée l'autorité judiciaire pour 2016. Ça a été rappelé notamment lors des déclarations de la rentrée judiciaire. Je vous propose d'écouter à ce propos-là l'une des déclarations de James Jouan, qui est donc le procureur général, et qui insistait sur cette notion de sanction au micro de Malia Lossa-Falé-Lavaki. Ces sanctions-là, c'est pas le juge en personne qui va mettre à exécution. Il y a des services, il y a la protection judiciaire qui intervient derrière. Mais quand il n'y a pas justement le relais qui est pris, il ne faut pas s'étonner que le mineur ait un sentiment d'impunité et retombe dans ses travers. Dès lors qu'on s'attaque à la délinquance sur le Grand Nouméa où se concentre la plus grande partie de la population, cette délinquance, elle se déplace malheureusement sur le nord, et c'est ce qu'on voit se passer aujourd'hui avec les cambriolages dans la région de Koné, les vols dans la région de Poum. Ici, tous les auteurs sont identifiés, interpellés, donc mis hors d'état de nuire. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est quand on s'abrite derrière la prise de stupéfiants, la consommation d'alcool. Et bien évidemment, ça ne peut pas être une explication, une justification. Ça ne sera jamais une circonstance atténuante. Vincent Vernier, est-ce que vous avez, vous, ce sentiment, finalement, de prononcer des sanctions ou des peines, qu'elles soient éducatives ou d'enfermement, et finalement, il n'y a pas d'exécution, et donc d'avoir une action inutile in fine? Alors, d'abord, moi, ici, je voudrais rendre hommage, je voudrais saluer l'arrivée de Madame Tétu-Wolf à la tête de la protection judiciaire pour les jeunes ici en Nouvelle-Calédonie, puisque elle occupe pleinement ses fonctions depuis le début de l'année, et la tâche est ardue parce qu'il y a beaucoup à faire. Il faut savoir qu'un juge des enfants, il prononce un certain nombre de mesures, donc d'abord des mesures éducatives, et éventuellement il peut prononcer des sanctions éducatives, des peines d'emprisonnement. Mais si derrière il n'y a pas des éducateurs, il n'y a pas de structure qui tourne, le travail du juge, il est de moindre portée, on va dire. Et c'est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Il n'y a pas, très clairement, il n'y a pas assez de place aujourd'hui? Je dis que depuis l'arrivée de Mme Tétu-Wolf, moi je vois depuis quelques mois, je vois qu'il y a le travail, il y a une mise en cohérence des services qui est faite, il y a un vrai travail qui est fait, et je m'en félicite. Il y avait une lacune avant. C'est pas qu'il y avait une lacune, c'est que le poste était vacant, a été vacant pendant plus d'un an. Donc il y avait personne qui pilotait véritablement cette direction pendant près d'un an. Or, c'est pas le juge des enfants qui va aller prendre un mineur et qui va s'en occuper chez lui. Très concrètement, il faut un foyer, il faut des éducateurs, il faut que les différents foyers soient mis en cohérence autour d'une véritable politique, qui est un véritable pilotage, une évaluation, un contrôle de ce qui est fait. Et je crois que là, il y a vraiment, au niveau du territoire, il y a eu une prise de conscience réelle de ce qu'il fallait faire. Et moi, je me félicite des relations de confiance qu'on a avec la protection judiciaire actuellement. Et c'est un travail qui doit être fait en partenariat entre les juges des enfants et la PJJ ici en Nouvelle-Calédonie. C'est quand même la grande spécificité ici du territoire, c'est de pouvoir exercer une compétence qui est une compétence régalienne, c'est-à-dire la mise en œuvre des décisions de justice concernant les mineurs. Donc cette compétence, elle a été transférée par l'État français à la Nouvelle-Calédonie par une loi organique de 1999. Et
Et si vous voulez, le juge, il est très dépendant du bon exercice de cette compétence. Voilà. Alors Christiane Tétu-Wolf, on vient de le rappeler, vous venez entre guillemets de prendre vos fonctions avec déjà un symbole politique assez fort, puisque ce qui est aujourd'hui un service, la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, va devenir une direction. Concrètement pour vous, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que vous allez avoir plus de moyens financiers, humains, etc. Alors, bien entendu, il y a cette question de restructuration de la PJEJ qui est une grande avancée, je pense, puisque la création de direction va nous donner des moyens complémentaires. Mais quoi qu'il en soit, il était urgent, et Monsieur Vernier l'a bien souligné, de faire deux choses. C'est-à-dire, il m'appartenait d'améliorer la qualité de la prise en charge des mineurs qui nous sont confiés, mais aussi il m'appartenait d'en organiser la prise en charge sans délai. Donc de garantir aussi une aide à la décision auprès des magistrats qui soit à la fois efficace, adaptée, et puis en parallèle de mener une politique volontariste auprès des autres acteurs pour justement mettre en place toutes les synergies nécessaires autour de la jeunesse délinquante ou de la jeunesse calédonienne d'une façon générale. Alors soyons très concrets, arrêtons-nous justement sur les structures que vous gérez aujourd'hui et donc les places finalement de placement, d'accueil, etc. Qui sont offertes à ces jeunes délinquants. Est-ce qu'aujourd'hui il y a suffisamment de structures en Calédonie pour bien accueillir et préparer ces jeunes à la réinsertion ? Alors, un dispositif de placement judiciaire, pour qu'il soit opérant, il faut qu'il soit complémentaire. Donc complémentaire, ça veut dire que chaque établissement ou service corresponde à un profil du mineur, que ce profil du mineur profile aussi par rapport à des problématiques de jeunes, et que les magistrats trouvent des solutions pertinentes dans tous les outils de placement. Donc, aujourd'hui, on a un dispositif qui est diversifié, qui est en train d'être complémentaire, puisque nous avons des choses à améliorer, c'est clair, mais quoi qu'il en soit, c'est en bonne voie. Donc soyons un petit peu précis, il y a un foyer donc à Païta, un foyer à Nouville. Il y a un foyer à Païta, donc pour des 16-18 ans, nous avons un foyer d'accueil d'urgence et d'orientation à Nouville, nous avons un foyer à Nouville aussi qui concerne des jeunes scolaires, nous avons un service de prévention de la déscolarisation, nous avons un service d'hébergement diversifié, et puis nous avons un centre d'action éducative qui s'occupe du milieu ouvert. Qu'est-ce qui vous manque ? Alors, qu'est-ce qui nous manque ? Alors, on peut toujours diversifier et aller au-delà. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de stabiliser l'existant et de le faire évoluer quand il nécessite d'évoluer. Aujourd'hui, j'ai déjà des pistes de travail qui ont porté leurs fruits. Voilà, il suffisait aussi de rappeler nos missions premières et puis d'être en bonne articulation avec les magistrats. Et la question du pilotage dont a fait mention M. Vernier, qui est importante aussi, puisque le pilotage, c'est le pilotage aussi de l'activité, mais c'est aussi le pilotage des moyens qui vont avec. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est vraiment penser l'accueil des mineurs dans un parcours du mineur dans sa globalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un magistrat va confier à la PJEJ un mineur, que premièrement le magistrat trouve une solution opérante pour le mineur, donc qui corresponde à sa problématique, mais aussi que cette solution arrive à un moment T de la vie du mineur et que ça soit pas une rupture avec quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'après, on puisse toujours partir de ce temps T d'installation, par exemple dans un foyer, dans un de nos foyers à la PJEJ, et qu'après, on puisse se projeter sur une autre proposition éducative pour le jeune qui soit complémentaire et qui le fasse avancer. Le but du jeu, c'est la réinsertion. Voilà. Ça pose la question en filigrane dans tout ça de la place des familles. Alors avant, on imagine qu'elles puissent être défaillantes quelque part, mais après, aujourd'hui, comment vous observez-vous l'absence ou la présence des familles déjà dans l'acte de délinquance? Est-ce que tout simplement les familles sont au tribunal aux côtés de ces jeunes, par exemple? Alors nous, on fait en sorte de les convoquer, et si elles ne viennent pas, de les reconvoquer, si besoin d'aller les chercher par la force, de les contraindre. Effectivement, une des clés d'explication de la délinquance des enfants, des jeunes,
c'est le délitement à l'intérieur de la cellule familiale. C'est des familles qui se désagrègent. Ça peut être des accidents de parcours dans l'historique familial, des décès, le papa qui décède, la maman qui décède, des frères, des sœurs qui décèdent, des cousins, des oncles. Ça peut être le licenciement du papa, ça peut être tout ce qui tourne autour de la famille, si vous voulez, à un moment donné, ça impacte forcément des enfants. Donc si le noyau familial se désagrège, forcément, ce qui encadre l'enfant est altéré, et à ce moment-là, ça peut dysfonctionner, il peut y avoir des passages à l'acte des mineurs. Donc l'objectif du travail éducatif, ça va être justement de restaurer les parents dans leur autorité, voir ce qui ne va pas, ce qui dysfonctionne, et des fois, ça peut être aussi, dans l'hypothèse d'une carence totale des familles, c'est de se substituer, en tout cas temporairement, aux familles. Alors, et c'est une substitution qui s'opère par des mesures de placement dans des foyers. Alors ici, ce qui différencie, ça je rejoins pour répondre un peu à votre première question, ce qui est spécifique ici en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même l'héritage ou la dimension familiale qui est très importante. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité familiale ici en Océanie et en Nouvelle-Calédonie qu'on ne retrouve pas en métropole, et je pense qu'il est à bien des égards jalousé par certains conseils généraux de France qui aimeraient avoir une solidarité familiale comme ça. Je parle de solidarité familiale parce que quand on a des mineurs qui sont susceptibles d'être placés parce que rien ne va plus au sein de la famille, que les deux parents sont complètement dépassés par les événements, on a très très régulièrement, on a des oncles, on a des tantes, on a des proches, des fois dans l'environnement lointain de la famille, qui viennent au secours, et qui viennent donner un coup de main, et qui recueillent l'enfant. Et ça, c'est un atout considérable en Nouvelle-Calédonie, qui est, je pense, qui va être évalué, qui est en train d'être évalué, parce que si on n'avait pas cette solidarité familiale ici en Nouvelle-Calédonie, peut-être que, d'un point de vue institutionnel, on serait davantage en difficulté. Et en tout cas, je voudrais juste rendre hommage aussi à ces familles qui sont toujours solidaires de leurs proches. Et c'est vraiment un atout fort, un atout majeur ici en Nouvelle-Calédonie. Justement, dans les dispositifs qui existent, on peut avoir l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais qu'il y a quand même un déséquilibre entre ce qui existe en province sud et dans le Grand Nouméa, et puis les solutions qu'on pourrait apporter en province nord. Est-ce qu'il y a l'équivalent des foyers de Païta et de Nouville, que ce soit dans le nord ou dans les îles? Et s'il n'y a pas, est-ce que c'est un problème, Christiane? Alors moi, je ne pense pas que ça soit un problème, puisque souvent, quand les jeunes sont placés, il y a besoin qu'il y ait une sorte de rupture aussi. Quelquefois, ça fait du bien aussi de se séparer ponctuellement des parents, même si on continue à travailler avec les parents, bien entendu, et à les associer au maximum. Et puis, quelquefois aussi, pour ces jeunes, ça leur fait du bien de pouvoir quitter leur environnement proche. Donc, la question géographique de déplacement, des lieux de placement, non, n'est pas problématique à mon sens. Alors, l'une des revendications, entre guillemets, des demandes, notamment de nos élus sur cette question de la sécurité, c'est l'ouverture d'un centre éducatif fermé. Le Premier ministre en a reparlé, expliquant que l'État apporterait son appui technique, puis peut-être financier. En quoi, pour vous, est-ce en effet un besoin et une solution à la problématique actuelle de la délinquance des mineurs? Vincent Vernier. Alors moi je pense que le centre fermé, j'ai pas d'avis à donner sur une décision qui a été rendue. Est-ce que c'est un besoin, vous dites bah oui, il y a beaucoup de cas où c'est une solution c'est la solution qui serait la bonne, et aujourd'hui je ne peux pas. Mais c'est un outil, qui peut être performant, mais c'est un outil qui doit être installé dans un ensemble d'outils qui eux-mêmes fonctionnent déjà.
Donc il faut déjà mettre à niveau les outils qu'on a ici en Nouvelle-Calédonie. Précisément, c'est-à-dire c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple le recrutement des personnels, c'est-à-dire aller dans le sens d'une professionnalisation accrue des personnels éducatifs. Parce qu'il faut savoir qu'un centre fermé, c'est à peu près 12 mineurs pour 3 fois plus d'éducateurs. Donc il va falloir aller les trouver, ceux-là. Hein. Et c'est aussi pour ça que l'ESA doit venir pour aider par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu par le passé forcément un personnel suffisamment professionnalisé dans certaines structures ici sur le territoire, que ce soit en province sud, même en province nord. Hein. Donc c'est un véritable problème. C'est une difficulté que vous rencontrez, Christiane Setubol ? Alors, je ne sais pas s'il faut parler de difficulté, puisque moi, c'est un progrès que vous recherchez ? C'est un progrès que je recherche, bien entendu. Maintenant, tous les professionnels ne peuvent pas se former en même temps. Donc, oui, il y a une difficulté de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, l'accompagnement existe. On fait le maximum pour privilégier aussi certaines formations qui permettent aussi de monter en compétence l'ensemble des professionnels. Pour compléter un petit peu les propos de M. Vernier sur la question du CEF, je pense que le CEF, ça peut correspondre à un outil complémentaire d'un dispositif. Voilà, c'est un outil complémentaire. Ce n'est pas la solution miracle comme on pourrait non, parfois c'est-à-dire que, vous savez, les... sur la question du CEF, c'est un outil complémentaire qui est performant, qui est percutant, c'est-à-dire qui s'adresse à des jeunes très ciblés, multirécidivistes. Alors effectivement, aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, nous n'avons pas ce type d'accueil possible. Par contre, je pense qu'il faudra prendre en compte, si un CEF se crée, un petit peu la particularité. Un CEF, un type CEF tel celui en métropole ou dans d'autres territoires insulaires, ne pourra fonctionner en Nouvelle-Calédonie si on ne l'adapte pas. Voilà, il y a des adaptations nécessaires. Alors, quelles sont-elles, ces adaptations ? Comment, à quoi doit ressembler finalement ce centre éducatif fermé en Nouvelle-Calédonie pour être efficace ? Alors, il va falloir prendre Alors, nous avons un profil de mineur qui est un petit peu, qui est quand même différent, quoi. On a un profil de mineur aussi avec une culture à prendre en compte, avec des choses comme ça très fortes et très importantes à prendre en compte. Et il va falloir penser, il y a un cahier des charges des CEF, un cahier des charges donc qui nous cadre effectivement. Vous parliez, monsieur Vernier, un CEF c'est 12 jeunes, effectivement, un CEF c'est pas 40 jeunes, un CEF c'est 12 jeunes maximum. Un CEF c'est 12 jeunes avec 23 ETP et demi. 23 personnes, 23 personnes qui travaillent D'accord. et demi, enfin voilà, qui travaillent autour de ces jeunes quasiment, enfin à temps complet. Hein. Il va falloir penser aussi l'après-CEF, puisque le CEF c'est pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. Donc c'est 12 mois maximum pour un jeune. Ça veut dire que quand on garde dans les murs un jeune pendant 12 mois, par exemple, il faut construire un après-CEF qui corresponde vraiment et qui ne le déstabilise pas après. C'est-à-dire, il faut vraiment quelque chose de très très costaud aussi. Hein. Mais rien n'est impossible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on y réfléchisse. On est déjà sur la question, mais c'est un outil complémentaire, hein, un outil complémentaire à un existant. Voilà. Alors dans les demandes aussi, la députée Sonia Lagarde demandait au début d'année à l'Assemblée nationale une extension du quartier des mineurs du camp Est. Est-ce que là aussi c'est un besoin ou pas forcément aujourd'hui ? Je rappelle, c'est 14 places aujourd'hui pour les mineurs du camp Est. C'est 12... Pardon, allez-y. C'est 18 places. Oui. C'est 18 places au camp Est. Suffisant, pas suffisant ? Alors... suffisant. Nous, si vous voulez, au niveau de la justice, on prononce des peines. Après, on va pas ne pas prononcer de peine d'emprisonnement parce que il n'y a pas de place. On prononce des peines. Voilà. Après, sur l'exécution des peines, les peines sont exécutées en tenant compte des capacités. Mais un mineur qui a commis une infraction et qui mérite une peine d'emprisonnement, il sera condamné à une peine d'emprisonnement. Il n'y a pas là-dessus, la justice, elle n'a pas de marge de manœuvre, si vous voulez. Et on entend alors... Après, parfois, la nature a horreur du vide. Hein, donc, par expérience, on construit des prisons, elles se remplissent très très rapidement.
Donc après, où placer le nombre? Quel est le nombre? Moi, j'ai pas de nombre. J'ai jamais été arrêté par ce problème-là pour mettre des mineurs en prison. Mais je s'ils répète. ne vont pas, est-ce que par contre vous avez l'expérience de jeunes que vous avez contre qui vous avez prononcé des peines et qui reviennent parce qu'ils n'ont pas, finalement, il n'y avait pas de place et puis vous les revoyez, la récidive. Oui, faute mais de encore une pouvoir fois, la exécuter récidive, peine. elle s'explique pour plein de raisons et pas forcément parce que il n'y avait pas de place dans... Si vous voulez, quand un mineur mérite d'aller en prison, on l'envoie en prison, c'est-à-dire de manière immédiate. Il y a une incarcération immédiate. Là-dessus, on a des procédures qui existent. Voilà. Après... est-ce qu'il faut construire je pense pas que la prison, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la priorité, elle doit être donnée à l'éducatif et c'est pas l'emprisonnement la priorité. Et on peut construire des choses, on peut faire des courts séjours de prison pour un mineur, on va construire des choses avec lui, il y a ce qui s'appelle le choc carcéral qui va provoquer parfois des déclics, mais après on a des jeunes ici comme en métropole qui, quand ils s'habituent à la prison, ont une sorte de certificat de caïda, ils deviennent des petits caïds, ils sortent de là tout fiers en disant voilà, je suis allé en prison. Et en fait, finalement, ils s'en accommodent très, 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 très rapidement. Donc, c'est à double tranchant, la prison. Et nous, ce qu'on travaille, c'est quand même la réinsertion, c'est l'éducatif. Donc, c'est de faire en sorte que le jeune, qui fait partie des forces vives de la Nouvelle-Calédonie, c'est la jeunesse qui prendra, qui pilotera en grande partie la Calédonie demain. C'est un discours que vous leur tenez, ça? Oui, c'est un discours que je leur tiens, y compris en termes de citoyenneté. Ce sont des citoyens, des futurs citoyens calédoniens, avec des droits et avec des devoirs. Donc il faut aussi leur tenir ce discours-là. C'est la jeunesse, c'est la population adulte de demain qu'on a. Et je pense pas forcément qu'un passage en prison, quand il doit se faire, il se fait. Encore une fois, et la justice là-dessus, elle est intraitable. Mais c'est un outil, la prison, mais ça doit pas être le seul et unique outil pour des enfants. Voilà. Vous confirmez? Ah, mais je confirme complètement. Je pense que la place d'un enfant, puisque quand on parle de jeunes, même délinquants, il ne faut pas oublier que ce sont des enfants, quoi qu'il en soit, même si on n'excuse absolument pas leur délit. Donc la place d'un enfant n'est pas en prison. Quoi qu'il en soit, la prison peut faire des clics, et quelquefois la prison a son bien fondé, donc c'est une excellente chose. Il ne faut pas non plus que le jeune y reste trop longtemps, puisque je pense qu'on peut aussi se déstructurer en prison, même si les moyens sont mis pour travailler sur l'acte et puis mener des actions auprès du jeune. Mais en même temps, moi je pense que si on arrive à parfaire un outillage à côté, un dispositif performant de placement, les juridictions, puisqu'on a toujours la possibilité au niveau de la PJEJ de proposer des alternatives à l'incarcération. Si on arrive à avoir des outils vraiment performants et opérants, eh bien, moi je me réjouirais si on a moins de jeunes en prison, quoi qu'il en soit. Ça peut se faire, voilà. Monsieur Vernier, si c'est que, bon, quelquefois des jeunes, il faut qu'ils passent par la case prison. L'électrochoc, il faut qu'il ait lieu. Mais quoi qu'il en soit, en alternative à l'incarcération, eh bien, quelquefois, dans une structuration optimale dans un établissement de la PJEJ, le jeune peut aussi se rebooster, trouver une voie d'insertion, se stabiliser et puis ne pas récidiver après. Il faut le dire, ce sont pas nos jeunes ne récidivent pas tous. Il se peut que certains jeunes récidivent. Il faut savoir aussi que dans les établissements actuellement, ce sont les jeunes les plus difficiles, bien entendu. Donc forcément qu'ils font causer d'eux. C'est un discours qui est... Enfin, est-ce que ce n'est pas un discours finalement difficile à faire entendre à un moment où on voit que le débat se crispe sur cette question, je reviens à ce niveau politique avec un ressenti de la population qui est de plus en plus compliqué par rapport à cette délinquance. Aujourd'hui, comment porter ce discours, j'allais dire, du juste équilibre entre répression et prévention ? Il y a beaucoup de choses à faire sur la prévention. Je parlais tout à l'heure tout part de la famille. C'est la cellule
c'est la cellule familiale, c'est de là d'où partent l'enfant, il procède de la famille, il vient de là. Donc quand la famille dysfonctionne, après il ne faut pas s'étonner que ça dysfonctionne. Il faut travailler sur différentes pistes, hein, mais là j'enfonce des portes ouvertes. Il y a la déscolarisation, très souvent c'est des jeunes qui ont quitté l'école à 10, 11 ans, 12 ans. Les addictions, effectivement, Madame Tétu-Wolf parlait tout à l'heure, la spécificité ici c'est quand même la consommation, comme on dit, de type océanienne, d'alcool et de cannabis. On a des très jeunes qui s'alcoolisent très fortement sans que les familles s'en inquiètent outre mesure. On a le problème du logement. Comment un enfant peut faire ses devoirs correctement si il n'a pas une table ou même un lit pour dormir, hein. C'est des cas qui existent. La santé. On a des enfants qui sont en mauvaise santé. Voilà, il y a différentes problématiques auxquelles la puissance publique, hein, les services compétents doivent répondre. Après, la justice, voilà, elle est en bout de chaîne, hein. J'ai souvent l'habitude de dire ça. Nous, on est en bout de chaîne, donc c'est-à-dire que nous, on a des situations très souvent, il est trop tard. Je parle au niveau pénal, hein, face à des jeunes délinquants. Après, le juge des enfants, il a une deuxième casquette, il est protecteur de l'enfance en danger. C'est-à-dire que s'il a des signalements à temps, on lui signale la situation d'un enfant déscolarisé, maltraité par ses parents, abandonné, etc. Et là, je ne parle pas d'un jeune délinquant, je parle d'un jeune simplement en danger. S'il est suffisamment informé à temps, hein, si le cas est signalé, le juge des enfants, il va pouvoir prendre des mesures, justement, pour faire intervenir des services éducatifs et, au besoin, extraire l'enfant de la cellule familiale qui dysfonctionne. Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui ? Cette conscience collective qui fait que vous pouvez être en situation, vous pouvez être alerté. Je ne peux pas répondre à cette question de manière binaire en disant oui, ça fonctionne ou non, ça ne fonctionne pas. Globalement, ça fonctionne. Et il y a des services très compétents et des personnels très compétents. Ce qu'on peut déplorer, ce qu'on déplore souvent, c'est qu'il y a une liste d'attente pour les placements d'enfants qui reste très importante. C'est-à-dire qu'on a des situations où on place des enfants, qu'on confie les enfants aux provinces. Je pense notamment à la province sud, et qu'il y a un délai d'attente très important, qui reste trop important. Enfin, moi, je suis toujours très exigeant peut-être par rapport à ça, mais ça reste souvent trop important. Mais bon, la province est informée. Donc là, c'est un manque de famille d'accueil ou c'est un manque, je veux dire, là on parle de centre, pas du tout. Oui, un manque de place, hein. Et alors c'est vrai, je disais tout à l'heure, heureusement il y a la solidarité familiale, donc il nous arrive, les juges des enfants, de confier le mineur en danger à des proches de la famille ou de l'entourage familial, et fort heureusement. Donc c'est la solidarité familiale qui va venir en soutien finalement des fois de la propre défaillance de l'institution, hein. Et heureusement que ça fonctionne comme ça, je dirais. C'est une force, encore une fois, c'est un atout pour la justice. Voilà. Il nous reste quelques minutes. La question est peut-être un peu brutale, mais on parle beaucoup de chiffres, de réussite, etc. Christiane Tétu-Wolf, est-ce que vous vous êtes fixé justement, ou on vous a fixé un objectif chiffré, ou quel pourrait être justement un signe finalement de dire que on progresse en matière d'accompagnement de cette délinquance des mineurs? Alors non, personne ne m'a mis de chiffres, m'a posé de chiffres. Comme voilà, j'ai pas de pression à ce niveau-là, puisque la délinquance des mineurs, il y a tout un travail à construire autour de cette délinquance des mineurs. Quoi qu'il en soit, il y a un objectif premier qui est de travailler en termes de prévention sur des plus jeunes, parce que effectivement, ce public des plus jeunes, il faut les empêcher de devenir délinquants. C'est aussi votre compétence. Alors, c'est pas spécifiquement ma compétence, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une compétence, on va dire, un peu partagée, puisqu'on travaille aussi avec les municipalités dans le cadre des CLSPD. Et que je m'aperçois que souvent le public visé, peut-être par exemple des 17-26 ans, moi 17-26 ans, je pense que c'est pas notre créneau d'intervention. Les faits sont là en Nouvelle-Calédonie, il faut intervenir très vite autour de la jeunesse calédonienne. Pour moi, 17-26 ans comme créneau d'intervention, c'est trop tard.
Bon, donc il faut qu'on pense tous la jeunesse fragile, la jeunesse en danger, voilà, c'est bien plus tôt. C'est bien plus tôt. Il faut y aller vers 10, 12 ans, 13 ans. Voilà, c'est ce public qu'il faut viser. Et puis je dirais aussi que j'ai un objectif, c'est de relancer aussi avec le gouvernement le schéma territorial de l'enfance, puisque le schéma territorial de l'enfance, il n'est pas actif aujourd'hui. Il faut qu'on parvienne tous, chacun de notre côté, notre responsabilité, notre compétence, de faire un véritable diagnostic partagé des besoins du territoire et de travailler la complémentarité de chacun. C'est-à-dire, il y a tout un existant sur ce territoire. Il faut peut-être revoir les établissements dans leur composition, dans leur structuration, dans le type d'accueil, pour que justement il n'y ait pas de liste d'attente de jeunes placés, jeunes ou moins jeunes, etc. Donc il y a plein de choses à faire dans ce sens. Le schéma territorial de l'enfance, je pense, est la première des pistes à exploiter. Ça demande un petit peu de temps, mais on va tous y arriver. Ce sera le mot de la fin, une note d'optimisme, donc au cœur du débat qui est terminé, une émission que vous pourrez réentendre sur nos ondes dimanche à 17h, au cœur du débat qui sera également sur notre site internet très prochainement. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Restez sur la première.